Carlos Ghosn est soupçonné de fraude fiscale au Japon. Le conseil d'administration du constructeur Nissan se réunit ce jeudi pour décider d'une éventuelle mise à l'écart de celui qui est également son président. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Loïc Dessein, directeur général de Proxinvest. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va peut-être revenir, pour ceux qui nous regardent, sur ce qui est reproché exactement à Carlos Ghosn. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir omis une partie de ses revenus lors de ses déclarations fiscales japonaise de la part de Nissan, d'avoir également donné une information mensongère au marché, parce que si on oublie de donner une partie de la rémunération, on ment finalement aux actionnaires. Et Nissan lui reproche également d'avoir fait une utilisation des actifs de Nissan à des biens, à des fins personnelles. Il y a donc enrichissement direct, enfin il y aurait eu enrichissement direct de Carlos Ghosn. Est-ce que cela peut être le fruit d'une omission ou d'une action délibérée si elle est avérée ? Non, c'est forcément délibéré. Les chiffres, on parle de 50% de sa rémunération. Donc, si vraiment, on parle de 38 millions d'euros qui auraient été oubliés, on n'oublie pas 38 millions d'euros. Et ça, c'est hors, ce qu'on appelle en France un abus de bien social. Donc, ça ne peut pas être une omission. Comment expliquer que Carlos Ghosn, qui dirige ce groupe depuis une vingtaine d'années, qui a été présenté pendant toute cette période comme un manager hors du commun, qui a redressé aussi, il faut le dire, d'un point de vue opérationnel ses entreprises, il faut le rappeler, lorsqu'il reprend Nissan, cette entreprise va extrêmement mal, c'est la raison pour laquelle elle fait appel à lui. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il ait pu se livrer à ce type de malversations si elles sont avérées ? Non, on peut difficilement comprendre. L'année dernière, lorsqu'on contrôle la rémunération des dirigeants, entre Nissan et Renault, on arrive à 13 millions d'euros. Alors je sais qu'ils se comparent souvent aux grands patrons américains qui sont encore plus rémunérés. Il s'estime mal payé, il le dit, oui, Carlos Ghosn. Il aurait peut-être pu à un moment de sa carrière aller aux États-Unis et donc il s'estime peut-être un peu mal payé. Mais honnêtement, lorsqu'on gagne 13 millions d'euros, on n'a pas besoin d'en cacher après à côté une autre partie. S'agit-il simplement, peut-être des déboires d'un individu ou au contraire de tiraillements internes à un groupe ? On le sait, entre Renault et Nissan, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour et le rapport de force s'est inversé au cours du temps. Nissan, qui était au début très mal en point, ce qui explique la raison même de cette alliance, et bien progressivement a pris le pas d'un point de vue industriel sur son partenaire français. Oui, alors c'est vrai que Nissan va beaucoup mieux désormais et d'ailleurs contribue beaucoup aux résultats de Renault. Donc Renault détient 44% de Nissan, c'est son premier actionnaire. Et les Japonais, effectivement, ont tendance à considérer que ce sont eux, finalement, qui portent l'alliance. Cette alliance qui dégage beaucoup de synergie, qui est progressive, qui est plutôt une belle réussite. Donc, effectivement, il y a beaucoup de tiraillements internes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, Carlos Ghosn était PDG donc de Renault, de Nissan et président aussi du conseil de Mitsubishi. L'année dernière, il a accepté d'abandonner la direction générale de Nissan. Il est uniquement président du conseil. Tout comme Mitsubishi, donc aujourd'hui, tout comme Mitsubishi, voilà. Et ce qu'on voit, c'est que le nouveau directeur général de Nissan, effectivement, porte finalement cette enquête et ces accusations envers Carlos Ghosn. Donc ça va être tendu. Il y a des propos rassurants tout de même du directeur général de Nissan pour la poursuite de cette coopération, de cette alliance. Et je pense que l'État français, tout le monde y est favorable. Donc on peut y être confiance, mais il va falloir réagir parce qu'on ne peut pas garder Carlos Ghosn si celui-ci est chez Renault. On ne peut pas garder Carlos Ghosn chez Renault si en fait il a fait des malversations chez notre principal partenaire. D'ici jeudi, l'affaire ne sera évidemment pas tranché en justice, mais son sort à lui est scellé d'après vous ? Ah oui, pour jeudi, le conseil d'administration de Nissan va se réunir et, vu leur enquête interne, va probablement le destituer de sa position de président. Il peut rester à la tête de Renault, Carlos Ghosn ? Ça me semble difficile, ça me semble vraiment difficile. Déjà, il faut également que Renault fasse sa propre enquête. Donc, il faudrait nommer un nouveau président du conseil, relativement indépendant, qui puisse prendre le temps de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et pour la direction générale, je pense qu'on a commencé à désigner Thierry Bolloré. Donc, comme futur directeur général, on peut éventuellement anticiper un peu la succession. Renault doit enquêter sur ce qui s'est passé chez Nissan ? Bien sûr, parce que Renault, c'est le premier actionnaire de Nissan, donc c'est très important. Nissan, c'est son principal partenaire. Donc, il faut au moins
faire ça en coopération avec Nissan pour bien comprendre les faits qui sont reprochés. Et le conseil d'administration, les administrateurs de Renault ont besoin de savoir ce qui s'est passé chez Nissan pour prendre leurs conclusions. Et il faut que ça se fasse de façon relativement indépendante. C'est sûr qu'on ne peut pas demander à Carlos Ghosn, PDG de Renault, d'enquêter sur lui-même. Donc, il y aurait un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts trop fort. L'État français a réagi aujourd'hui par la voix du ministre de l'économie et d'Emmanuel Macron, qui tous deux ont appelé à la stabilité de l'ensemble et ont redit leurs préoccupations pour l'entreprise Renault. Il y a une crainte côté français de voir ce PDG déstabilisé peut-être pour des rivalités nationales ou industrielles. Oui, il y a une vraie crainte. Ce qu'il faut, c'est assurer la continuité de l'entreprise. Et finalement, la continuité même de l'alliance, finalement, elle doit dépasser le seul cas de Carlos Ghosn, effectivement. Donc on avait une alliance qui était menée par un leadership personnel, vraiment avec beaucoup de pouvoir, parce qu'il est aussi président de l'alliance. Donc il est président de Mitsubishi, Renault, Nissan et de l'alliance. Donc il y avait énormément de pouvoir et presque... C'est-à-dire, par exemple, le conseil d'administration de Renault n'a plus vraiment le droit de regarder ce qui se passe chez Nissan ou dans l'alliance. Il avait modelé la gouvernance à sa main. Oui. Ça avait fait l'objet de débats, y compris avec le gouvernement français, y compris du temps où Emmanuel Macron était à Bercy. Effectivement, et l'État français a peut-être fait une erreur en abandonnant une partie de ses droits de vote double sur certains sujets, comme la rémunération de Il y a eu des débats, des débats assez vifs entre Emmanuel Macron lui-même et Carlos Ghosn. Voilà. Et l'État français continue à voter contre la rémunération de Carlos Ghosn, ce qui est relativement responsable et raisonnable. Mais par exemple, Renault, les administrateurs de Renault ont accepté finalement de ne plus regarder ce qui se passe au sein du conseil d'administration, à l'Assemblée générale de Nissan. Donc Renault est obligé de voter comme ce que propose le conseil d'administration de Nissan. Donc c'est un actionnaire un peu particulier désormais que l'on a, mais c'est parce qu'il a cherché à avoir trop de pouvoir finalement. Il a perdu le sens des réalités, Carlos Ghosn, après ces 2 décennies passées à la tête d'une entreprise qu'il a amenée au premier rang des constructeurs mondiaux. Si les faits sont avérés, oui, clairement. Clairement, il y a eu beaucoup de rumeurs en plus sur des schémas, des montages de bonus qui auraient été cachés l'année dernière aux Pays-Bas, qu'il a démenti, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, et donc c'était aussi prémonitoire. Et le fait que, par exemple, chez Proxa Invest, pendant quelques années, on nous ait menti finalement sur la rémunération de Ghosn chez Nissan, c'était un mauvais signal aussi. Oui. Je rappelle que vous avez fait une carrière d'analyste financier. Ce qui se passe aujourd'hui avec Carlos Ghosn, est-ce que ça peut porter préjudice? Est-ce que ça peut hypothéquer l'avenir de Renault et de ses salariés? Non, je ne pense pas, parce que vous savez, personne n'est irremplaçable. Donc, on trouvera un successeur à Carlos Ghosn, mais effectivement, il faut trouver un successeur qui puisse finalement défendre les intérêts de Renault face à Nissan, tout en respectant notre partenaire. Et qui ait la même vision stratégique dans un univers, on le voit, où on s'oriente de plus en plus vers le véhicule électrique. Renault avait misé sur le tout électrique, contrairement à d'autres, comme Peugeot par exemple, qui était plutôt sur l'hybride. Effectivement, et c'est ça tout le côté paradoxal de Carlos Ghosn, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui a mené c'est pas lui qui a inventé l'alliance, c'est plutôt Louis Schweitzer, mais il a réussi à lui donner une lisibilité et à prendre des choix stratégiques forts qu'il a assumés. Donc il était assez visionnaire, donc c'est un bon dirigeant. Mais je pense qu'il manquait de contre-pouvoir. Vous voyez, il y a un moment où il faut avoir un rappel à l'ordre, il faut avoir des gens capables de leur dire non. Et aussi d'être curieux. Merci beaucoup Loïc Dessain.